Donc, bienvenue à cette petite présentation donc, sur les milieux de travail. C'est presque sûr que vous avez déjà été en contact avec la grossophobie dans votre milieu de travail. Peut-être que sur le coup, ça ne vous a pas sauté aux yeux, mais vous allez voir que vous allez peut-être avoir des flashbacks pendant la présentation. On n'aspire pas à absolument tout couvrir aujourd'hui, hein, parce que c'est un sujet qui aurait probablement pu prendre l'avant-midi au complet. Mais honnêtement, si déjà vous arrivez dans vos milieux, dans vos environnements, à cocher ou plutôt à éviter tous les trucs, toutes les composantes qu'on va vous présenter aujourd'hui, ça va être déjà des très, très, très grands pas dans la bonne direction. Pour vous donner des petits exemples, en fait, de grossophobie dans le milieu de travail, moi, par exemple, je vous dirais que je suis sur le marché du travail depuis plus d'une vingtaine d'années et dans deux des emplois où j'ai eu, il y a eu des concours, là, des groupes de type des concours de perte de poids, en fait. Il y a eu également un groupe avec une représentante d'une diète commerciale que je ne nommerai pas. Et il y a même eu parfois des commentaires. Par exemple, Edith, c'est à quelle heure la rencontre du groupe de perte de poids aujourd'hui? Puis je ne sais pas de quoi tu parles. Mais oui, le groupe de perte de poids à midi, tu dois être dedans, non? Tu sais, donc la personne avait présumé, par exemple, que j'étais dans un groupe de perte de poids alors que je ne l'étais pas. Il y a aussi des fois des programmes de bien-être au travail qui vont être très, très, très axés en fait sur la santé puis qui peuvent envoyer des messages très culture de la diète, très régime et tout ça là, sous le couvert du bien-être et de la santé aussi. Sarah, par exemple, pourra vous présenter aussi ses propres expériences. Donc, qu'est-ce qu'elle a vécu comme grossophobie en milieu de travail? Et après ça, on va présenter en fait ses témoignages et des solutions donc, pour comment pallier, en fait, à des situations de grossophobie, comme Sarah a vécu en milieu de travail. Donc, pour ajouter à tes exemples, vous avez sûrement aussi eu tous des commentaires par rapport à la prise de poids durant la COVID et peut-être même l'urgence d'en perdre ou encore se faire encourager de faire un régime par des collègues qui essayent, par exemple, le nouveau régime keto et me disent « Sarah, il faut que tu essayes, c'est magique », alors que ce n'est pas nécessairement approprié. Donc, avant de commencer pour mon témoignage, je vais juste faire un petit rappel de la définition de la grossophobie. Donc, le phénomène est défini depuis 2019 dans le dictionnaire Robert en tant que tel. La grossophobie, c'est l'ensemble des attitudes et des comportements hostiles qui stigmatisent et discriminent les personnes grosses en surpoids ou obèses. Et donc, je vais commencer avec mon témoignage. Donc, quand j'ai été embauchée, j'ai rapidement réalisé que le mobilier de mon bureau n'était pas adapté. Malheureusement, les chaises étaient un peu trop petites pour moi. J'avais des bleus sur les cuisses, c'était très serré, c'était très inconfortable. J'ai parcouru l'étage de mon bureau moi-même pour essayer de trouver une chaise inoccupée qui pourrait mieux m'aller, parce qu'il y avait comme un pêle-mêle de différentes chaises, mais sans succès. Comme je travaillais à temps partiel en tant qu'étudiante et que je cherchais à obtenir un poste permanent, ben, je n'osais pas faire une demande ergonomique, malheureusement. Mais on m'avait déjà dit aussi que je pourrais en faire une seulement une fois que j'avais un poste permanent. Donc, finalement, un employé qui avait une chaise plus large, qui travaillait aussi à temps partiel comme moi, m'a proposé d'utiliser sa chaise quand il n'était pas là. Donc, coordonner ma chaise était devenu complètement ma responsabilité. Enfin, la première recommandation donc qu'on ferait dans une situation comme Sarah, ça serait au sein des entreprises en général d'essayer de faire un constat. C'est quoi la situation? Avant même qu'on soit confronté à la réalité d'avoir un ou des employés plus gros, plus grosses qui arrivent. Est-ce que notre milieu, il est fat-friendly, donc il est amical, il est safe, il est humain, il est, sans être nécessairement valorisant, mais il n'est pas humiliant pour les personnes grosses. Si on pense, par exemple, aux aires communes, que ce soit aussi, donc, les aires communes dans la circulation, mais aussi que ce soit des salles de réunion, par contre, que ce soit des corridors, des tables, est-ce que c'est grand? Est-ce que les cubicules sont assez grands? Est-ce que les bureaux sont assez grands? Est-ce que l'espace pour circuler, je pense par exemple, quelqu'un qui travaillerait dans un restaurant, l'espace entre les tables dans les restaurants est un cauchemar. Donc, pour une personne grosse, très souvent. Donc, est-ce que le milieu de travail
est prêt? Admettons qu'une personne grosse arrive. Est-ce qu'il y a des chaises qui sont sans bras? Est-ce qu'il y a des chaises qui sont assez solides? Est-ce que la personne qui rencontrerait dans un corridor une autre personne serait mal à l'aise? Est-ce qu'il y aurait du frottement? Est-ce que quelqu'un devrait céder son passage et tout ça? Est-ce que, de quoi ça a l'air? Les politiques aussi, hein, en milieu de travail. Est-ce que l'ameublement, est-ce que le visuel aussi autour, de quoi ça a l'air? Ce qu'on met des affiches sur les murs, ce qu'on met comme représentation des personnes, est-ce qu'il y a des personnes grosses qui sont incluses là-dedans? Donc, ça, c'est toutes des petites choses, en fait, qu'on peut commencer à penser pour commencer à favoriser, avant qu'une personne grosse arrive en milieu de travail, commencer vraiment à planter des graines pour qu'une personne grosse qui arriverait dans ce milieu-là se sentirait un petit peu plus à l'aise. Donc, deuxième défi, je te laisse la parole, Sarah. Donc, pour continuer, j'ai obtenu mon poste permanent durant la COVID où on travaillait tous de la maison. Donc, jusqu'à là, tout allait bien parce que j'étais en complet contrôle de mon environnement de travail jusqu'à ce qu'il fallait retourner au bureau. Et lorsque je suis retournée pour la première fois, je me suis vite rendu compte que les chaises n'étaient pas du tout adaptées et que, dans le fond, toutes les bonnes chaises, les chaises plus larges avaient été renvoyées à leur propriétaire pour travailler de la maison. Donc, il n'y avait vraiment aucune option viable pour moi. Et donc, moi, j'ai refusé, en fait, de travailler en douleur ou de risquer des blessures, dans le fond, parce que vu que j'avais travaillé de la maison pendant 2 ans, j'ai compris que je pouvais travailler d'une façon confortable et je n'avais pas du tout envie de retourner risquer justement des blessures. Donc là, je me suis rendu compte que c'était le temps d'avoir une conversation avec mon employeur et pour demander, dans le fond, une accommodation ou une solution. Je ne savais pas du tout comment il allait réagir, ni comment lui expliquer que j'étais trop grosse pour les chaises. C'est très difficile comme conversation à avoir. C'est une conversation anxiogène, émotive, et c'est un peu embarrassant, en fait, de devoir demander une chaise plus grande. Je ne voulais pas être vue différemment ou être un cas spécial. Je voulais simplement être confortable dans mon environnement de travail. Donc, dans ces cas-là, ben, je pense que dans les mots-clés que Sarah a partagés, je pense qu'il y a toute la notion là, d'anxiété, d'inconfort de demander un traitement spécial entre guillemets. Et donc, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut pas sous-estimer, c'est-à-dire le niveau de malaise ou d'anxiété et même le courage que ça prend pour formuler une demande d'accommodement ou d'adaptation pour demander de l'équipement particulier basé simplement sur la grosseur de notre corps. Croyez-moi, les gens qui le font rarement par caprice parce que justement, ce niveau de malaise-là, il est extrêmement élevé. Et encore là, j'invite les gens à être proactifs. Donc, si jamais, vous n'avez pas d'équipement parce que vous n'avez pas nécessairement eu la chance de faire ce que je vous suggérais dans la première étape, c'est-à-dire de faire un état des lieux, bien là, à ce moment-là, vous pouvez être proactif à dire à la personne, sans nécessairement y aller aussi avec un petit peu de sensibilité, mais de dire, quand c'est évident, quand on est confronté à une personne que c'est évident qu'elle ne fitera pas dans les chaises disponibles, de dire est-ce que tu pourrais avoir besoin de matériel particulier? Est-ce que tu penses qu'une chaise plus grande, ça serait plus confortable pour toi? Est-ce que ton espace de travail est suffisant? Est-ce que tu es confortable dans les installations? Donc, je pense qu'il y a moyen d'ouvrir la porte sans créer nécessairement de malaise parce que ça se peut, hein, on sait, il y a des personnes grosses qui sont extrêmement mal à l'aise avec leur corps et donc, d'où justement, des fois, ce niveau d'anxiété-là qui peut être décuplé. Il y a des personnes grosses qui n'acceptent carrément pas leur corps et donc ça se peut qu'ils disent non, non, tout est beau, tout est beau. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas forcer la personne à accepter votre suggestion, mais déjà de faire la proposition de façon sensible et délicate en disant est-ce que tu aurais besoin de quelque chose? Est-ce que tu aurais besoin d'une chaise plus grande ou est-ce que tu crois que ça, c'est assez solide pour toi? Est-ce que tu penses que ça, c'est assez confortable? Est-ce que c'est adapté? Je pense que déjà, ce sont des petits gestes qui peuvent faire une grosse différence. À toi, Sarah. Pour
site. Donc, même si mon superviseur était compréhensif vis-à-vis de ma situation, ce n'est pas quelque chose qu'il vit ou comprend nécessairement. Clairement, c'était nouveau pour mon superviseur. Il n'avait jamais considéré cette option-là. Donc, c'était une conversation difficile. Et malheureusement, il y a des protocoles en place par l'employeur et des procédures pour obtenir une accommodation. Et il faut généralement obtenir une note du médecin. Ayant vécu de la grossophobie médicale auparavant, je redoutais absolument d'aller voir un médecin pour cette raison-là. Déjà qu'il est difficile de voir un médecin dans mon cas, comme j'ai pas de médecin de famille, on le sait tous, le système de santé, c'est difficile d'accès en ce moment. J'ai beaucoup d'appréhension par rapport au traitement, au jugement que je pourrais recevoir de la part d'un médecin. Donc, je dois encore une fois expliquer ma situation à un étranger, lui dire que mes fesses sont trop grosses pour les chaises de mon bureau, juste pour obtenir une signature de quelqu'un qui va dire oui, c'est vrai, pour le donner à mon employeur. Donc, ça signifie beaucoup d'anxiété et beaucoup de perte de temps. Et là, le mot-clé, je pense, en réponse à cette situation-là, c'est flexibilité. Donc, quand je dis flexibilité, c'est-à-dire ne pas hésiter à essayer, malgré que, bon, il y a des mesures en place, mais je pense qu'aussi on peut utiliser notre gros bon sens. Parce que, justement, dans des situations, quand on sait à quel point c'est extrêmement complexe en ce moment d'avoir accès à un médecin, et quand on sait aussi que la grossophobie médicale est quelque chose qui existe, hein, ça existe dans la population, mais ça existe aussi dans la profession médicale, malheureusement. Donc, à un moment donné, quand c'est évident que la personne a des besoins en matière d'ergonomie, je pense que c'est important quand même de faire preuve de flexibilité, de gros bon sens. Parce que non seulement ce n'est pas garanti que la personne, comme Sarah, va pouvoir obtenir un billet médical, mais au-delà de ça, c'est que le processus pour en obtenir un est un réel parcours du combattant. Donc, semé d'embûches, de retard, de délai, sans compter tout le stress, l'angoisse qui peut venir avec ça, et possiblement même la violence grossophobe en contexte médical. Et malgré tout ça, même avec un rendez-vous, on n'est pas certain de tomber sur un médecin qui ne sera pas grossophobe et qui ne sera pas coopératif. Donc, c'est fort possible qu'on tombe sur un médecin, malheureusement, qui ne comprennent pas la situation, qui ne soient pas coopératifs et qui disent plutôt, ben, perdre du poids, ça va régler ton problème. Donc, ça va être important donc, de penser plus loin que la simple obtention, que la simple formalité, mais de penser aussi encore là à la notion de parcours du combattant pour donc obtenir le fameux billet médical et réaliser aussi que malheureusement, le billet médical n'est pas une promesse, l'obtention d'un billet médical n'est pas une promesse de l'obtention d'un avis positif dans le cas d'une personne grosse par rapport à une ergonomie. Finalement, j'ai pu obtenir un billet médical non sans stress. Par contre, je retourne voir mon employeur avec ma note et refuse ma demande initiale de continuer de travailler de la maison. Mais il m'offre de me laisser travailler à la maison jusqu'à ce que je puisse avoir une évaluation ergonomique. Entre-temps, je dois remplir une demande avec une liste de vérification, une liste, comme une checklist, dans le fond, ergonomique, qui comporte des astuces pour vérifier si notre bureau est ajusté de la bonne façon ou si les cuisses sont parallèles au sol quand on est assis sur la chaise, est-ce que vos pieds sont plats sur le sol, etc. Mais je ne peux même pas répondre à cette liste parce que je ne peux même pas m'asseoir dans la chaise du bureau. Toutes les checklists sont en lien avec le fait que la personne est déjà assise, en fait, confortablement. Et donc, ce n'est pas du tout approprié pour mes besoins. Je ne peux pas remplir la liste et j'indique clairement ce problème-là en soumettant ma demande. Quelques semaines plus tard, l'équipe de demande d'évaluation ergonomique m'envoie un courriel me demandant une deuxième fois de remplir la liste de vérification, alors que j'ai déjà indiqué que je ne pouvais pas le faire. Et donc, je dois, pour une troisième fois, leur indiquer que c'est impossible pour moi de la remplir et de réexpliquer encore une fois ma situation.
quand je vous disais parcours du combattant, là, je pense que ça commence à rentrer chez les gens avec les expériences vécues, donc par Sarah, mais aussi probablement par malheureusement des centaines de personnes. C'est que, tu sais, oui, c'est normal, puis je comprends l'idée d'avoir une checklist, sauf que c'est que la satisfaction même d'un besoin de base, c'est-à-dire la capacité de s'asseoir dans ce cas-ci, qui est à la base donc de remplir la checklist, n'est même pas rempli. Donc, quand on parle que des fois, il y a beaucoup de travail à faire en matière d'inclusion, ça donne une idée à quel point il y a énormément de retard à rattraper. Et donc, c'est vraiment là, encore là, réaliser que si la personne ne peut pas s'asseoir, ben, c'est sûr que ça bloque le parallèle, le processus en amont et que tout est bloqué pour le reste, encore là, un peu comme sur le principe du biais médical. Donc, aussi, quand un employé demande un accommodement, ben, essayez encore là de faire preuve de gros bon sens. Si l'employé demande une proposition qui est concrète, que ce soit du temps ou du matériel, puis qu'on n'est pas en mesure de l'accepter, ben d'abord, avoir l'humanité, je pense, d'expliquer en quoi ce n'est pas possible, mais aussi essayer de faire peut-être une contre-offre, dans le sens où démontrer qu'on n'est pas complètement fermé à l'idée. Je comprends qu'il y a aussi justement des politiques, des notions d'équité en milieu de travail, mais il y a aussi une obligation à l'accommodement qui existe et donc des besoins d'adaptation qui doivent être rencontrés. Et dans ce cas-ci, là, on est vraiment encore très, 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 très loin en arrière, comme je disais, parce que la première étape, donc, de la liste de vérification que Sarah avait remplie sous-entendait qu'elle était capable de s'asseoir alors que ce n'était même pas le cas. Donc, ça donne une idée à quel point des fois, là, ça peut remonter loin. Et imaginez aussi toute la frustration, les déceptions et tout ça qui sont vécues donc par les personnes qui doivent passer au travers de ce processus-là. Et c'est justement ça qu'on aborde d'ailleurs dans la prochaine étape. Donc, effectivement, c'était assez laborieux. Dans le fond, j'ai l'impression que j'ai dû me battre pour obtenir le minimum. Puis on s'entend que là, je parle seulement d'avoir une chaise ou un bureau confortable. Je ne parle pas de mes déplacements vers le bureau ou des salles de réunion au bureau ou des salles de bain au bureau. C'est vraiment juste pour mon bureau de travail de tous les jours. Puis tout ça s'est passé durant plusieurs mois, durant lesquels j'étais stressée, j'étais anxieuse, j'étais inquiète de l'impact que ça aurait sur ma carrière. D'ailleurs, j'attends toujours mon évaluation ergonomique. Je ne sais pas quand elle aura lieu. Puis le fait de devoir répéter ma situation à plusieurs personnes qui ne comprennent pas est quelque chose de super confrontant, alors que je cherche juste à être confortable comme tous mes autres collègues. Pas long, la slide, elle a comme pas avant. Ah, OK, là, voilà. Donc, moi, ce que je propose justement pour commencer à ouvrir la porte pour essayer d'évacuer toutes ces frustrations-là, ces déceptions-là, cette angoisse, cette anxiété-là qui est liée donc au fait d'être une personne grosse en milieu de travail, bien, c'est sûr que dans un monde idéal, la grossophobie, la discrimination basée sur le poids, ça ferait déjà partie des politiques contre le harcèlement en milieu de travail, au même titre que la discrimination là, basée sur l'expression de genre ou l'orientation sexuelle ou l'origine ethnoculturelle, etc. Puis, tu sais, des petits exemples comme ça qui peuvent déjà commencer à faire changer les choses. Tu sais, je vous donne un exemple, une activité qui est organisée où il faut avoir, entre guillemets, un uniforme ou un signe distinctif. Tu sais, pourquoi ne pas opter, par exemple, pour une casquette, un truc autour du poignet, un truc que les gens peuvent accrocher sur un chandail plutôt qu'un t-shirt ou un pantalon ou un dossard brassard que les gens portent et que généralement les personnes grosses ne pourront pas porter parce que trop petits. Donc, ça, c'est des choses, par exemple, qui peuvent démontrer un début d'ouverture sur la question des personnes grosses, mais aussi, ça peut être une ouverture qui est appréciée par d'autres catégories de personnes, comme les personnes, par exemple, qui vivent avec certains handicaps. Donc, ça peut montrer en fait un réel désir d'inclusion non seulement dans le milieu de travail, mais aussi dans les activités, que ce soit là, les activités là, dites de team building, les activités en dehors du bureau, que ce soit des pique-niques, des activités culturelles, des activités sportives, etc. Donc, on encourage les gens donc, à réfléchir vraiment à comment faire des milieux de travail, des milieux plus inclusifs pour les personnes grosses. Et ben voilà, un exemple qui serait assez facile quand même,
serait justement de faire l'inclusion dans les différentes politiques de bien-être et de protection des travailleurs, donc d'inclure la discrimination basée sur le poids et la grossophobie donc dans les politiques. Donc, à toi, Sarah. Oui, donc ça clôt pas mal le témoignage et les solutions proposées.